Bonjour à tous, chers cinéphiles, c'est Isvagdor, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Comme vous l'avez probablement deviné, aujourd'hui je vais pas vous présenter un film mais deux films parlant de l'importance des responsabilités et des conséquences des actes lorsqu'on doit devenir un grand héros. Vous l'avez deviné, aujourd'hui nous allons parler de la saga The Amazing Spider-Man. Pour être franc, Spider-Man est pour moi l'un des seuls super-héros encore aujourd'hui qui a su être une représentation unique pour toutes les générations de spectateurs, proposant des films à la fois drôles qu'attachants, avec une histoire absolument incroyable qui a su émerveiller plus d'une personne à travers tout type de génération et qui a aussi pu évoluer et a continué d'exister, que ce soit celle qui a grandi avec la trilogie de Sam Raimi avec Tobey Maguire ou celle qui a grandi avec celle de Tom Holland. Mais pourtant, il y en a une parmi ces trois-là que je n'ai pas cité et qui est justifié étant donné que c'est l'un des trois qui est le plus critiqué pour beaucoup de personnes, que ce soit par son ton que par sa conclusion. Et pourtant, parmi ces trois-là, la trilogie des Amazing Spider-Man, oui, parce que pour moi, je considère ça comme une trilogie, même s'il n'y a que deux films, est selon moi, celle qui a eu comme objectif avant tout de proposer des histoires marquantes pour le plus grand nombre de spectateurs à travers justement tous les points qui fait la force de ces films. Et bien sûr, je vais vous les expliquer dans cette vidéo. Et comme à chaque vidéo, on va commencer par le commencement. Et quand je dis commencement, on va bien sûr commencer par le premier film, à savoir The Amazing Spider-Man. Le premier The Amazing Spider-Man est un film d'action et aventure sorti le 4 juillet 2012 et réalisé par Mark Webb, qui est connu aussi pour avoir été le réalisateur de Marie ainsi que de 500 jours ensemble. Abandonné par ses parents lorsqu'il était enfant, Peter Parker, alias Spider-Man, a été élevé par son oncle et sa tante. Cependant, Peter voudrait comprendre qui il est pour pouvoir accepter son parcours. Il entame alors une quête pour élucider la disparition de ses parents, ce qui le conduit rapidement à Oscorp et au laboratoire du Dr. Kurt Connors. Spider-Man se retrouvera également bientôt confronté à un nouvel adversaire, à savoir le Lézard, l'alter ego de Connors. En décidant d'utiliser ses pouvoirs, il va embraser son destin. Comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, contrairement à ses deux autres frères, le premier film The Amazing Spider-Man a su proposer une histoire qui attire l'attention des spectateurs qui regardent ce film. En effet, l'une des plus grandes forces de ce film, c'est qu'il a un rythme et une mise en scène qui a été réalisée avec beaucoup de talent. On ressent d'une part que ça a été réussi par les efforts aboutis de la part du réalisateur, qui a su proposer un film qui combine à la fois merveilleusement bien le charme humoristique qu'on retrouve dans tous les films Spider-Man, ainsi qu'un côté plutôt dramatique qui se combine merveilleusement bien, puisque d'un côté, le film nous propose un aspect bienveillant et positif, et de l'autre, un côté malveillant et négatif. Et même après 12 ans, j'apprécie encore de revoir ce film. Bon, bien sûr, les deux autres trilogies, ils ont quand même des bons points sur l'émotion, même si la trilogie de Tom Holland, son plus gros défaut, c'est qu'il est beaucoup basé sur un côté enfantin, qui se perd totalement dans le dernier film, étant donné qu'on montre littéralement les conséquences que d'être Spider-Man. Mais là, on nous montre directement l'impact lorsqu'on est un super-héros. Ce point est omniprésent dans ce film-là, proposant un ton plutôt dramatique, très différent de celui de la première trilogie, qui a su quand même proposer des tons dramatiques, mais qui avait quand même une ambiance plutôt chaleureuse et positive, plutôt basée dans le genre du super-héros comics, alors que là, le film se penche beaucoup plus sur un ton sérieux. Ce ressenti est dû par son rendu visuel. En effet, l'aspect du film est quelque chose aussi de très marquant. Dès le début, on a quelque chose qui attire l'œil des spectateurs et aussi de ceux qui aiment beaucoup l'aspect visuel de ce genre de film. En effet, sa plus grande force aussi, c'est de proposer des plans avec une très grande force d'immersion dans son ambiance esthétique, dans ses rendus de VFX, ainsi que sur l'apparence et le détail apporté sur les personnages. Et pourtant, le rendu de ce film n'a absolument pas bougé. Il est toujours aussi impressionnant pour l'œil d'aujourd'hui. La musique de ce film est signée James Horner. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous l'avais déjà présenté dans ma critique du premier film Avatar. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je dirais tout simplement qu'il est connu pour avoir fait Titanic, Aliens, Le Retour, Braveheart, 3, Le Petit Dinosaure, aussi Un Homme d'Exception. Comme je vous le dis, la plus grande force pour un film ou une série, c'est sa composition musicale. C'est cet élément-là qui va donner tout un sens à l'ambiance globale du film. Chose qu'on retrouve bien évidemment dans ce premier film. On peut toujours critiquer la musique d'un film sur ses défauts et sur ses points forts.
Bien sûr, la musique de The Amazing Spider-Man 1, malgré le fait que j'apprécie beaucoup cette musique, n'est pas parfaite non plus. Je pourrais seulement faire ce défaut sur les musiques qui habillent, étant donné que ce sont des musiques qui sont là juste pour proposer du divertissement aux spectateurs. Bon, bien sûr, elles sont tous très bien, voire même sympas pour d'autres. Elle n'est pas parfaite non plus à mon goût, mais je trouve quand même qu'elle marche très bien. Pour moi, le vrai aspect musical de ce film, on le ressent surtout avec les musiques qui racontent. Puisque la plupart du temps, ce genre de musique-là prend littéralement le dessus sur le reste du film, sur les scènes de tragédie plus précisément. Sur ce point-là, je n'ai rien à dire dessus. Les films ont eu une très bonne place et un très bon rôle à jouer dans cet aspect-là. Après, je parle, mais en réfléchissant, le plus gros point important à préciser dans ce film, c'est surtout les personnages, puisque c'est eux qui auront la charge d'avoir une interprétation qui fait tout le sens des personnages de ce film. Et sur cet aspect-là, je n'ai rien à dire dessus. Déjà, pour l'interprétation d'Andrew Garfield pour son rôle de Peter Parker, pour moi l'interprétation de ce Peter-là est l'une de mes préférées parmi les trois, puisque je trouve qu'elle est saisissante de réalisme, qui fait qu'on a l'impression que ça va au-delà que de jouer un personnage. On a l'impression qu'il est LE personnage, dans lequel on a beaucoup d'empathie et d'attachement envers ce personnage. Et malgré la tristesse qu'il va connaître, il va réussir à nous présenter aussi un super-héros qui a pu être marquant pour une génération. Je parle, mais un élément que beaucoup de personnes confirmeraient, c'est que sur toute la romance qu'on peut voir dans les films Spider-Man, celle de The Amazing Spider-Man est l'une des plus touchantes qu'on peut voir dans le genre de super-héros. Pourtant, j'ai une préférence pour la relation de Peter Parker et MJ, mais malgré ça, je suis forcé d'admettre que la relation et le développement des sentiments de Gwen Stacy et de Peter Parker fonctionnent d'une manière qu'on ne pourrait pas l'expliquer. C'est comme ce que j'ai dit avec l'interprétation de Peter Parker, c'est que ça va au-delà du jeu et qu'on a vraiment l'impression que c'est quelque chose de sincère. Bien sûr, le méchant n'est pas en reste, parce que contrairement à différents méchants de super-héros, le personnage du lézard est un personnage qui m'a toujours fasciné étant petit et encore aujourd'hui. De ce qu'on peut constater, il s'agit au départ d'une personne honnête et gentille qui va se laisser tenter par ses pulsions et qui va devenir un antagoniste avec de la profondeur, qui va être un élément marquant dans la vie de Peter Parker et de ceux qui l'entourent. Ce qui fait que ce méchant avec un aspect bestial va, à travers les différents impacts qu'il va imposer, devenir l'un des méchants, selon moi, les mieux écrits des films Spider-Man. Et malgré sa fin tragique, le réalisateur a su proposer la meilleure fin à son premier film avec une représentation d'espoir. Chose qu'on constatera par les recettes, puisqu'avec un budget de 230 millions de dollars, il a pu rentabiliser largement son budget avec une recette de plus de 758 millions de dollars, dans lequel la critique et la public ont été quasiment unanimes pour dire qu'il s'agissait d'un excellent film. Et bien évidemment, avec un succès comme ça, une suite a dû voir le jour, pour le meilleur comme pour le pire. The Amazing Spider-Man, le destin d'un héros est un film d'action et aventure sorti le 30 avril 2014 et aussi réalisé par Mark Webb. Ce n'est un secret pour personne que le combat le plus rude de Spider-Man est celui qui mène contre lui-même en tentant de concilier la vie quotidienne de Peter Parker et les lourdes responsabilités de Spider-Man. Peter Parker va se rendre compte qu'il fait face à un conflit de bien plus grande ampleur. Face à Electro, Peter devra affronter un ennemi nettement plus puissant que lui. Au retour de son vieil ami Harry Osborn, il se rend compte que tous ses ennemis ont un point commun. Oscorp. Je vous cacherai pas que, à l'annonce de ce film, beaucoup de personnes l'attendaient comme l'un des plus grands films de super-héros de tous les temps. Comme l'un des films qui serait le mieux noté. Et pourtant, malgré tout ça, ça ne l'a pas empêché d'être une déception pour beaucoup de monde, surtout dans l'aspect critique. Parce que malgré le fait que pour un budget de à peu près 200 millions de dollars, il avait quand même amassé plus de 700 millions de dollars. Donc en soi, du point de vue de recettes, c'est un immense succès. Mais pourtant, du point de vue du public à l'époque, ça a été une déception. Cependant, depuis que le film est sorti, maintenant 10 ans du coup, beaucoup de personnes ont pu réévaluer l'intérêt et la qualité de ce film. Et maintenant, beaucoup de personnes sont prêtes à dire qu'il s'agit d'un excellent film. Pour vous préciser, c'est l'un des films qui a été le plus marquant pour moi depuis que je regarde des films. Donc oui, pour moi, ce film est un vrai respect pour le genre de super-héros, ainsi que les thèmes qui font le succès des films Spider-Man et le symbole qu'ils représentent. Proposant une histoire avec une mise en scène avec quand même
beaucoup de dynamisme et aussi une bonne combinaison d'humour et de drame et de tragédie, mais qui perd quand même un sens sur son aspect visuel, puisque en effet, contrairement au premier film, l'aspect visuel de The Amazing Spider-Man 2 est très différent de celle du premier. Il y a toujours les aspects de bienveillance et de malveillance, mais j'ai eu l'impression qu'on a perdu l'effet d'immersion qui avait fait le charme du premier film. C'est beau visuellement, je ne dis pas le contraire. Il y a beaucoup de plans qui sont très beaux à l'œil, qui sont très bien travaillés et qui ont beaucoup participé dans l'immersion des spectateurs. Mais contrairement au premier qui avait un travail artistique d'un très grand niveau, c'est plus un aspect sympa dans l'ensemble. Bon, bien sûr, ce film a quand même beaucoup mieux géré ces scènes de tragédie et de drame, contrairement au premier film, parce que pour moi ça a été beaucoup mieux fait dans ce film-là, mais pourtant on a une impression que c'est assez lisse, qu'il n'y a pas eu beaucoup de travail dessus, en la transformant en quelque chose d'assez simpliste. Si on compare l'aspect immersion proposé par l'effet visuel des effets spéciaux, on voit bien qu'il y a une très grande différence. Une différence qu'on peut constater aussi dans sa composition musicale. Alors bien sûr, là, on peut voir qu'il y a aussi un tout autre niveau. Et c'est normal parce que le compositeur de ce film n'est nul autre que Hans Zimmer. Alors, je ne le présente plus, mais si vous voulez savoir qu'est-ce qu'il a fait, je vous invite plutôt à aller voir des critiques dans lesquelles je le présente. Par exemple, Kung Fu Panda 4 ou encore et surtout Dune 2. Mais à part lui, il y a eu également la participation d'un groupe de musique composé de plusieurs compositeurs. Il s'agit du groupe The Magnificent Six. Alors désolé pour la prononciation, mais pour ceux qui ne les connaissent pas, il est constitué de tous ces compositeurs-là. Je vous mets un lien dans lequel il y a une description de ce groupe et des différents compositeurs qui le composent. Les compositions des musiques qui habillent et des musiques qui racontent sont autant bien l'une que l'autre. Puisque contrairement au premier film, la composition musicale pour les plans d'action ont eu le droit à une immersion beaucoup plus poussée, notamment due au travail des compositeurs comme Hans Zimmer, qui ont su proposer une immersion qui est beaucoup plus poussée dans le fantastique et genre de super-héros, et inversement, les compositions pour les scènes qui racontent sont d'une composition si touchante que j'en perds mes mots. Sans déconner, la composition des musiques pour les scènes tragiques sont très déchirantes, ce qui fait que ce film est l'un des films de Spider-Man les mieux écrits, étant donné que le film a su proposer une histoire qui est plus poussée dans le négatif. On sait que Spider-Man est un héros qui se charge d'avoir des responsabilités et on sait qu'il ne peut pas sauver tout le monde, mais de tous les films Spider-Man qu'on peut voir, le film qui présente le mieux la responsabilité d'endosser le rôle du super-héros et les conséquences de ce choix, c'est ce film-là. Le réalisateur a su proposer dans son film la meilleure scène dramatique de tous les films Spider-Man confondus. Je précise que c'est de mon propre avis, vous avez bien sûr le droit d'avoir votre scène la plus marquante dans les films Spider-Man. De toute façon, c'est simple, vous pouvez me dire votre avis, mais restez respectueux. D'accord les gars? Et pour ce qui s'agit des personnages, il y a du bon comme du mauvais. Déjà, pour ce qui s'agit des acteurs de Peter Parker et de Gwen Stacy, je trouve qu'ils ont eu aussi dans ce film-là un très bon jeu d'acteurs dans lequel on a vraiment ressenti toute la profondeur de leur relation et la sincérité qui dégageait et qui était aussi présente dans le premier film The Amazing Spider-Man, qui est tout aussi déchirante durant l'apogée du film. Ça a eu un énorme impact pour les spectateurs qui ont regardé ce film. Pour moi, c'est une scène encore aujourd'hui qui me marque sur la manière dont ça a été mis en place, que ce soit du point de vue de la mise en scène, du point de vue des effets spéciaux ou du point de vue de l'acting. Mais après, pour ce qui s'agit des autres acteurs, alors beaucoup de personnages sont présents en tant que personnages secondaires qui emplissent bien leur rôle en tant que personnages secondaires, mais qui n'ont pas beaucoup d'impact dans le film, ils n'ont pas vraiment d'intérêt, donc ils sont un peu mis de côté. Mais les personnages qui vont vraiment nous intéresser là, c'est les grands méchants de The Amazing Spider-Man 2, à savoir Electro et le Bouffon Vert, alias Harry Osborn. Je précise juste, je spoil des éléments de ce film parce que pour moi il est sorti il y a plus de 10 ans. Et que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez vu les films Spider-Man. Déjà, pour le personnage d'Electro, je trouve que c'est un méchant qui a quand même une assez grande importance, dégageant quelque chose d'assez imposant, qui a une représentation de personnage rejeté par la société, qui fait que ce personnage a quand même de l'intérêt. Mais pourtant, c'est un personnage qui est pour moi aussi un peu secondaire. C'est-à-dire qu'il a un impact dans le film, il est quand même un adversaire du niveau de Spider-Man, voire même au-dessus, vu la puissance qu'il dégage de lui. Mais pourtant, ça reste quand même un personnage qui reste assez simpliste sur certains points de vue de l'histoire
mais surtout un peu mis de côté au fur et à mesure pour laisser place à l'autre grand méchant du film, qui est un personnage, lui, qui a eu un jeu d'acteur quasi parfait. En effet, à travers tout le film, on ressent beaucoup de détresse et de tristesse qui dégage de ce personnage, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'intérêt qui est mis en place dû à ce qu'il traverse, puisque à travers le film, on peut constater le développement de ce personnage qui va trépasser dans le côté obscur, qui va souffrir de plus en plus et qui va commencer à se faire délaisser par tout le monde, par sa boîte, par ses collègues, mais surtout par son meilleur ami et Spider-Man qui doit sauver tout le monde. Ce qui fait que sa transformation est encore plus impactante, d'autant plus que au moment où il s'en rend compte que Peter Parker et Spider-Man ne font plus qu'un, il va vraiment devenir une menace, mais qui est d'un tout autre niveau que Electro. Parce qu'il connaît ses points faibles, il connaît ses points forts, mais ce qui est plus marquant, c'est qu'à travers ses gestes, il va devenir comme le lézard pour Peter Parker et Spider-Man, un antagoniste qui va bouleverser sa vie pour toujours. Donc oui, c'est un très bon antagoniste pour moi, qui a su avoir un impact très fort pour Spider-Man, mais qui perd un peu en saveur, étant donné que contrairement au premier Bonbon Vert, pour moi, cette version-là est plus une version qui devient au fur et à mesure du film un méchant fou furieux et hystérique. Si je devais mettre une note pour le casting des deux films The Amazing Spider-Man, je mettrais 3,5 étoiles sur 5. Déjà, on peut citer la présence de Andrew Garfield, qui est quand même un acteur très connu, puisque à part les deux films The Amazing Spider-Man, il est connu aussi pour avoir joué dans Spider-Man No Way Home, Tu ne tueras point, ainsi que Tic Tic Boom. Emma Stone, qui est une actrice que je vous ai déjà présentée dans ma critique de La La Land, si vous voulez la voir, elle est dans la description. Mais hors de ça, elle est connue notamment pour avoir joué dans Cruella, ainsi que Pauvre créature. Raz Ifan, alors désolé pour la prononciation, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, il est connu pour avoir joué dans Coup de foudre à Notting Hill, Kingsman The First Mission, ainsi que Hannibal Lecter, Les origines du mal. Danny DeHaan, alors désolé pour la prononciation, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, il est connu pour avoir joué dans Valérian et la cité des mille planètes, A Cure for Life, Oppenheimer, ainsi que Kill Your Darling. Jamie Foxx, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est connu pour avoir joué dans Spider-Man No Way Home, Django Unchained, ainsi que Baby Driver. Malgré tout ce qu'on peut dire des deux films The Amazing Spider-Man, il s'agit quand même de films qui ont su, par le travail de leur équipe, notamment par le travail du réalisateur, proposer des histoires qui sont en parfait accord avec toute l'importance et le rôle que doit jouer Spider-Man dans la vie des gens en tant que grand symbole de super-héros et surtout de sympathique araignée du quartier, mais qui arrive tout de même à proposer un côté aussi très dramatique qui montre aussi tout l'aspect négatif que d'être un super-héros et ses conséquences, et qui le met d'une manière absolument choquante, ce qui fait que c'est l'une des histoires de Spider-Man les mieux racontées de tous les films Spider-Man. Bon, bien sûr, tous les films Spider-Man sont très bons, proposant des histoires à la fois drôles, profondes, avec beaucoup de remises en question et sur l'importance du rôle de super-héros. Mais pour moi, les Amazing Spider-Man ont su se démarquer par la mise en scène proposée, la direction artistique, la composition musicale, ainsi qu'à l'interprétation donnée par les acteurs. Ce qui fait que ce sont des films qui sont plus que de simples divertissements, qui sont des films avec un très grand symbole à proposer. Et malgré le fait que le deuxième The Amazing Spider-Man soit une déception pour beaucoup, et depuis sa sortie, le film a pu être réévalué pour être considéré comme un très bon film, proposant un très bon travail sur son histoire ainsi que sur ses personnages, et qui a marqué plus d'une génération. Et pour tous ceux qui se demandent, depuis quelques temps, enfin plus précisément depuis la sortie de Spider-Man No Way Home, beaucoup de rumeurs ont commencé à apparaître sur le fait qu'il y aurait potentiellement un troisième The Amazing Spider-Man qui serait en préparation, ce qui fait qu'on a certainement de grandes chances de pouvoir revoir Andrew Garfield dans le rôle de Spider-Man, mais surtout potentiellement revoir un prochain The Amazing Spider-Man qui a su se démarquer en proposant une histoire qui pousse beaucoup plus sur les conséquences que d'être un super-héros et qui le montre d'une manière excellente. Ce qui fait que pour moi, les films The Amazing Spider-Man méritent les notes de 17 sur 20 pour le premier et de 15,5 pour le second, qui a su, comme j'arrête pas de le dire depuis le début de cette vidéo, proposer une très bonne combinaison entre l'humour et le drame, ainsi que de mettre en avant tout ce qui fait le charme des films Spider-Man, à savoir les responsabilités que d'être un super-héros, ainsi que ses conséquences. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, mais également donnez-moi des conseils de films ou de séries à faire en critique, ou d'autres concepts de vidéos. Si vous voulez voir autre chose un jour sur cette chaîne,
voire même d'autres jeux, si vous voulez voir d'autres let's play, voir d'autres critiques sur la chaîne. Mais je vous invite surtout à vous abonner à ma chaîne, ce sera un énorme soutien pour moi de liker cette vidéo de toutes les autres et de partager ma chaîne avec vos amis, avec votre famille ou avec qui vous voulez. Et on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo critique, réaction ou jeu vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et salut. Bye.